Mesdames et messieurs, merci de vous savoir très nombreux. Aujourd'hui, je voudrais prendre un peu tout, parce qu'il y a tellement d'actualités aujourd'hui, mais on n'a qu'un seul numéro que nous allons essayer de faire. Mais je voudrais ici commencer par quelque chose qui pourra peut-être, je crois, vous interpeller. Mesdames et messieurs, d'abord, il faut reconnaître une chose, c'est que ce pays est une histoire. Ce pays est un devoir. Ce pays est un défi. Un défi lancé à 100 millions d'habitants et en 2050, on pourra peut-être atteindre le 200 ou le 300 millions de personnes. Ça veut dire que c'est un défi collectif. Et donc, dans un défi collectif, il n'y a pas d'échec individuel. Dans un défi collectif, l'échec est collectif, la victoire est collective. Donc, c'est une interdiction formelle à l'égoïsme et à l'égocentrisme. C'est une interdiction formelle au sectarisme ou au clivage. C'est un appel historique à être ensemble. Comme le disait Frantz Fanon, c'est à nous de vouloir, soit on va trahir notre mission, soit nous allons l'accomplir. Mais on l'accomplira ensemble et nous allons la trahir ensemble. Donc c'est à nous de voir. Encore une fois, si vous voulez, il y a un autre auteur, que je cite très souvent d'ailleurs, le docteur Martin Luther King, qui le disait. Apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon on va mourir tous ensemble comme des idiots. En fait, c'est comme un pays. Le pays, c'est comme un bateau. Si à cause de votre maladresse, à cause de votre indiscipline, à cause de votre mauvaise manière ou votre incapacité de vous mettre ensemble, nous allons tanguer et nous allons tous mourir. On va tous mourir, on va tous se noyer. Si aujourd'hui le Congo vole en éclats ou si aujourd'hui le Congo est divisé, on aura perdu. Et nos enfants et les enfants de nos enfants pourront nous traiter avec la dernière méchanceté parce qu'ils vont comprendre qu'on n'a servi à rien. Comment voulez-vous que nous avons hérité ce pays dans toutes ses frontières et nous allons vouloir laisser ce pays émietté? Comment voulez-vous que nos enfants nous respectent? On ne sera jamais en paix. Nos âmes ne seront jamais en paix. Puisque, comme Victor Hugo le dit, le devoir d'une future génération, c'est d'accomplir les rêves de l'ancienne génération. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que nos rêves deviennent la réalité de nos enfants de demain. Quel pays on va laisser à nos enfants? Est-ce un pays où il fait peur? Est-ce un pays où tout va bien? Est-ce un pays qui remplit des questions? Ou un pays rempli de réponses? Tout dépend de ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais malheureusement, la classe politique qui ne s'inspire pas, malheureusement, de la science, la classe politique qui est remplie des opportunistes, des parvenus, des parachutés, on a ce qu'on a aujourd'hui. On nous offre un spectacle désolant. On ne s'accorde sur rien. Tout semble nous diviser. Alors que lorsqu'un peuple est divisé sur tous les plans, ben sa chute, elle est là. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne vous entendez pas sur tout, ben alors vous n'allez pas vous entendre sur rien. Alors, la nuit d'aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir et je me disais, comment gérer la parole dans un État démocratique? Surtout dans un État naissant comme le nôtre, ou fragile, si vous voulez, comme le nôtre. Comment on gère la parole? Comment on gère la pensée? Et là, malheureusement, je tombe sur une vidéo. Vous voyez, au cœur de la polémique, il y a le propos du président qui disait que opposition, il y a Pamba, opposition, il y a Mouniato, ou même opposition, il y a Pété. Il disait même que ma finga n'a pas toléré un côté, ma prison, ma bolok et kotonda. Alors, les sophistes de l'autre camp ont cru qu'on était tous bêtes, qu'on n'avait pas de vidéos et qu'on n'avait rien. Et que l'ancienne administration ne disait pas comme ça. Heureusement, comme j'ai toujours été d'ailleurs pour la plupart des cas inspiré, j'avais dit hier que, à l'époque, M. Kabila, pour qui j'ai beaucoup d'estime, traitait les journalistes d'ivrognes. Et qu'avant de faire leur travail, ils ne se retrouvaient pas que à la rédaction, mais dans un débit de boisson. Et que quand ils venaient le matin pour parler, pour faire l'émission, ils venaient pas pour travailler, mais pour insulter, pour injurier. Et ils le disaient. Maintenant, la vidéo est là pour vous dire clairement. Mais vous allez, je ne sais pas si vous aurez le même sens que moi, pour vous offusquer sur quelque chose de fondamental. On va suivre cette vidéo et on se retrouve juste après la vidéo. Qui a une presse libre comme ici en République démocratique du Congo. Un seul pays qui a une presse aussi libre. Citez-moi un seul pays qui a autant de partis politiques autour de nous. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. On n'a que 9 voisins. Citez-moi un seul pays là où un journaliste se réveille un bon matin après avoir bu toute la nuit et se pose la question: qui est-ce que je vais embêter aujourd'hui? De qui est-ce que je veux parler aujourd'hui? Qui est-ce que je peux injurier aujourd'hui? Non, l'autre injurié avant-hier. Non, M. Kabila aujourd'hui.
C'est dans quel pays? Nulle part. C'est ça la réponse. Mais délibérément, on s'est dit, il faut laisser les gens s'exprimer. Injurier, je ne suis pas du tout d'accord. Calomnier, pas du tout. Mais laissez les gens s'exprimer. Savez-vous ce que les voisins disent de nous? Oui, Monsieur le Président Kabila, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Comment ça se fait que vous avez une 60aine de chaînes de télévision, de radio, et ils se mettent comme ça? Ici, chez nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Mais Monsieur le Président Kabila, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous avez des hommes politiques qui déclarent matin, midi, soir ce qu'ils veulent et ils ne sont pas du tout inquiétés? Et ma réponse a toujours été, c'est ça le Congo, c'est ce qui fait du Congo un grand pays. Mais bien entendu, il y a des limites, il faut qu'il y ait des limites. Sinon, ça sera le libertinage et le chaos. Mais est-ce que vous avez entendu ce que moi j'ai entendu? Ici, je vous parle d'un président qui a fait 18 ans au pouvoir. Voici la définition de la liberté pour M. Joseph Kabila Kabange. Je rappelle, ancien président de la République. Pour M. Joseph Kabila Kabange, la liberté, c'est de laisser les gens dire ce qu'ils veulent. C'est ça pour lui, la liberté. Donc, les gens peuvent venir commencer à dire ce qu'ils veulent, calomnier, insulter, aller dans tous les sens. Pour lui, c'est ça la liberté. Il pose la question, c'est quoi la presse libre? Il dit, citez-moi un seul pays où la presse est libre. Donc, pour M. Kabila, à l'époque, la liberté de la presse supposait tout ce qu'il y avait comme insulte, tout ce qu'il y avait comme dérapage. Parce qu'il faut le reconnaître, la presse au Congo a été un problème. Et le philosophe congolais, le professeur Kamana, le dit si bien. Quand il parle de l'imbécilité collective due à la musique, à la religion, à la politique. Les philosophes ont oublié ce que moi j'ai ajouté après, et la presse aussi, le média. L'imbécilisation est aussi caractérisée par le média, ou est aussi véhiculée par le média. Ou les journalistes qui, eux d'abord, pour la plupart des cas, n'ont pas de base réelle dans aucune discipline dans aucune discipline possible. Ils n'ont peut-être pas étudié. Il y en a qui n'ont pas étudié du tout. Il y en a qui sont à la télé parce qu'ils sont sœurs, cousins, cousines de. Ils se retrouvent dans la profession de journaliste et ils font exactement ce qu'ils pensent faire. Et alors, ils amènent toute la bassesse possible. Et c'était normal. C'était normal. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est normal. Alors, expliquez-moi par quel mécanisme vous allez développer un pays comme ça. Mais ce qui est offusquant, ce n'est pas forcément qu'il y ait tous ces journalistes-là. Ce n'est pas forcément qu'il y ait tous ces gens qui racontent ce qu'ils veulent. Mais c'est la perception que le chef de l'État a de ce qui se passe. Voilà que M. Kabila nous dit lui-même. Est-ce que vous savez ce que les autres disent de vous? M. Kabila, donc, il rencontrait les étrangers, les autres présidents d'Afrique. Il lui posait la question de savoir comment tu peux laisser. En fait, on pose la question, on dit comment yonda kunayo makele les abou bana babundaka papa pamba bafinganaka bazokisanaka. Et puis il dit un père il dit non yango ndezo akisakenda kuna biso makasi nde yangwana ndako na biso makasi nango ya que bana babundaka bana bazokisanaka. Est-ce que vous avez compris la tolérance à l'erreur? La tolérance à ce que moi je peux considérer comme la perversion. La tolérance à l'inversion des valeurs. En fait, ça n'a pas d'autre mot que l'irresponsabilité politique. L'irresponsabilité politique ici, ce n'est pas à mettre sur le compte de M. Kabila. Non, on fera erreur si on croit que c'est lui le premier irresponsable. Non, l'irresponsabilité ici est nourrie par l'insouciance. C'est-à-dire l'incapacité de dire non à une vague, à un phénomène, à un courant. C'est l'incapacité de produire le contraire de ce qui s'est fait dans un État. C'est ce qu'on appelle l'échec d'un leadership. Quand on est leader, on ne regarde pas qu'est-ce que les gens vont dire. On regarde comment les gens vont vivre, comment ça va se passer. On imprime la discipline et l'ordre. Lorsqu'un leader n'est pas capable d'imprimer l'ordre et la discipline, alors ce n'est pas un leader, c'est un suiveur. Puisque la différence avec un leader et un suiveur, c'est que le leader, lui, il ose. Il ose là où tout le monde a peur. Il ose là où ça peut devenir compliqué. Alors qu'un suiveur, il attend que les choses se calment pour qu'il parle. Un leader, c'est un précurseur. Il voit les choses, il dit, pas question, on n'ira pas dans cette direction, on ira dans telle direction. Et le leader fait face à tout ce que les gens peuvent dire contre lui, puisqu'il est leader. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà de ce que les autres voient. Vous êtes chrétien, on va utiliser le nom de la Bible. Moïse, il savait que Canaan était très loin. Il le savait. Mais il savait que Canaan était meilleur que toutes les difficultés que les gens allaient rencontrer dans le désert.
Mais les suiveurs de Moïse, eux ne voyaient pas la beauté du Canaan, puisqu'ils n'avaient pas vu Canaan comment c'était. Il n'y avait qu'une seule personne parmi eux qui avait vu Canaan, c'était Moïse. Moïse voyait les délices des Canaan. Il voyait la promesse et non les difficultés, puisqu'il était leader. Lorsque le peuple d'Israël se levait pour dire à Moïse, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi, il faut que tu partes, on en a assez, on souffre. Moïse ne regardait pas les difficultés, Moïse regardait Canaan comment c'était. Donc il était focus sur les directions. Peu importe ce que les gens disaient, lui, il regardait la direction. Mais ici, malheureusement, nous avons été gérés par des suiveurs. Il suffit que le peuple se lève, il recule. Il suffit que le peuple se lève, il recule. Et ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila, quand il arrive, les Rwandais lui disent, ils disent, non, 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 ton peuple est habitué à la jouissance. Ton peuple est habitué au divertissement. Ton peuple est habitué à la têtutesse. Ne va pas avec la douceur, va avec la force. Il a fallu pas de 6 mois pour que Kabila le père remette l'ordre dans ce pays, l'ordre et la discipline. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Kabila le père, si tu suis la logique, il y a la démocratie, laissez les gens parler, vous allez être dans un problème sérieux. Ce n'est pas possible de gouverner un pays à l'époque de Kabila, un pays de 60 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Et Kabila a compris la leçon. Quand il arrive, il imprime l'ordre et la discipline. Mibale na bante, misato na simate, et ainsi de suite. Bon, ça la beauté, bon, na beauté, moïbité, ainsi de suite. On a seulement entendu que Kabila lingi makambo anate. Tout le monde est revenu sur le normal. Mais lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, bon, il amène votre histoire de démocratie, alors il va dans ce sens-là, une démocratie dévergondée, qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été encadrée, qui n'a pas été enseignée, qui ne repose sur aucun texte, sur aucune loi. On y va comme ça, tête baissée. Nous voici dans un chaos aujourd'hui. Monsieur Kabila, à l'époque, il avait seulement 60 chaînes. Mais il s'est déclaré déjà incapable de gérer la question. C'est lui qui s'est déclaré. Hein. Il dit que ce n'était pas possible de changer l'ordre congolais. Parce que pour lui, il y avait seulement 60 chaînes. Aujourd'hui, on a plus de 200 chaînes de télévision. Nous avons plus de 2 millions de comptes Facebook et de comptes YouTube. Imaginez-vous la propagation du mensonge, des fake news, des intox et des infox. Est-ce que vous imaginez la prolifération de la bêtise dans un contexte comme ça? Alors dites-moi, par quel mécanisme vous réussirez si vous ne mettez pas de l'ordre et de la discipline? Par quel mécanisme vous allez réussir si vous ne mettez pas de la rigueur et de la fermeté? Si vous ne punissez pas l'insulte, si vous ne punissez pas l'injure, si vous ne punissez pas le mensonge et les calomnies inutiles. Oui. Donc, M. Kabila dit aux gens, bon, écoutez, c'est ça qui fait la force du Congo. Non, c'est ça qui fait notre faiblesse. Notre plus grande faiblesse au Congo, c'est les excès, les travers de votre démocratie. La plus grande faiblesse de la RDC, c'est que tout le monde parle et personne n'écoute personne. Umberto, à l'époque, si vous le connaissez, Umberto est un Italien. C'était un écrivain. Il a écrit plusieurs livres, La pendule de Richefoucauld et bien d'autres livres aussi intéressants que ça. Souvenez-vous de ces grandes citations autour de grandes questions d'actualité du pays et du monde. Il disait qu'on a donné la parole à ceux qui ne pouvaient même pas parler, à ceux qui se taisaient loin de tout le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont la parole. Quelqu'un peut se cacher derrière son petit réseau social, il va commencer à raconter des âneries, commencer à raconter du n'importe quoi. Avec la venue de TikTok et de YouTube, quelqu'un peut prendre son petit téléphone et il s'est fait une petite vidéo insultant et le chef de l'État et les institutions et on trouve ça normal. Et certains écervelés vont me dire non, mais à l'époque c'était comme ça. Et aujourd'hui, on est dans la compétition de la bêtise. Pourquoi? Donc, on va conclure. Si hier on avait volé et qu'on n'avait pas puni les gens, aujourd'hui qu'on ne punisse pas les gens parce qu'hier on avait volé. Donc les gens se complaisent dans une bêtise en fait. Ils se disent ok, dans un état sérieux, l'insulte est condamnable. Ce qu'on appelle la moralité d'un état. Vous pensez vraiment que Naba Dubaï, vous pensez vraiment qu'en Chine il n'y a pas d'intellectuels? Vous pensez vraiment que dans Singapour il n'y a pas d'intellectuels? Dans Malaisie il n'y a pas d'intellectuels? Même aux États-Unis, place aux États-Unis, normalité. J'ai entendu dans ce pays, on traite le président de la République de non-autant à compoter parce que ça exposé des choses inestimables. Mais on a dit non, Kabila Bongo. Mais qui avait empêché à M. Kabila de mettre de l'ordre? Qui avait dit que si vous arrêtez un insulteur, ça veut dire que vous avez violé la loi?
Oh non, parce que le peuple a Koloba. Mais le peuple parle toujours, le peuple suit la logique des leaders. Binomo dans la peuple, leader, bangaka batote. C'est ça notre plus grand problème, la gestion de la masse. On a un problème sérieux dans ce pays. Figurez-vous que sous Kabila, l'église la libanda. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. L'église, jusque na trottoir. Ça veut dire na balabala, mes frères. Ça veut dire contrôle technique na mboka oyo ezalaka malonga te. Mitu ke tambola na mboka oyo mitu ke fallait pas etambola. Alors, imaginons un seul instant que na balabala on a mutu ko bande de kata bande de freins et longweye to esilié alors à côté na kati ya bato et il tue 15, 20, 30 personnes. Même si on a bomi mutu moko. Et vous avez la responsabilité à nani. Ce qui est l'état, le but que t'es église, vous avez la kati ya mapango na bino, vous kanga pour que ma bonne de l'eau na kati kuna et au na libanda te, vous avez la kati. En quoi est-ce que vous avez violé la démocratie? Ma bédani na place wana. Mais le coup la batu, vous avez un calcul électoraux. Azobanga ki église vous avez 5000 personnes, église vous avez 9000 personnes, vous avez 10 000 personnes. Ba ko voter ngate na mokolo wana, yoka ba leader ba komo ke na logique modèle wana. Pourtant, il y a un autre auteur, Gustave Le Bon. Il dit dans son livre Hier et demain, il dit ceci: le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Lorsque l'élite commence à suivre la foule, vous êtes dans un chaos. Et M. Kabila a raison de dire que à lire un chaos, c'est vraiment un chaos, mais alors un chaos. En fait, moi, je suis en train de dire simplement que le système de l'ancien président de la République, M. Kabila, qui est malheureusement, qui continue jusqu'aujourd'hui, ce silence qui consiste à dire, bon, on ne va pas énerver ceux qui racontent des histoires, on ne va pas raconter, attaquer ceux qui nous insultent ou ceux qui font des choses, parce que, bon, on est dans une démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie exclut l'insulte. Et d'ailleurs, si vous voulez, la démocratie est un système élitiste. La démocratie est un système de hommes et des femmes éduqués. La démocratie est un système de hommes et des femmes tolérants. La démocratie est un système de femmes et des hommes illuminés. Bato va comprendre comment progression. Voilà pourquoi les démocraties n'ont vu le jour que quand. Le monde existe depuis quand? Les démocraties commencent quand? Posez-vous des questions, vous allez voir. Démocratie, ils allaient comme lobby. Et il y a lobby après le développement de certains pays. Les États-Unis, la France, bref. Tous les pays développés, aucun d'entre eux n'a commencé avec la démocratie. Aucun. Tous ces pays ont commencé avec des dictatures, des empires, des monarchies rigoureuses et très sévères. Et ils ont utilisé la démocratie comme un outil de stabilité, comme un outil de fin parcours. Mais jamais comme un outil de début comme nous on est en train de vouloir le faire. Non. Aucun pays ne se développe en commençant par la démocratie. C'est la cacophonie. Vous avez un taux d'alphabétisation, d'analphabétisation très élevé, où les gens ne connaissent même pas les règles de l'art, où les gens ne connaissent même pas ce que sont les textes, où les gens ne sont pas ordonnés, où les gens ne sont pas disciplinés, et c'est la démocratie que vous venez leur donner. Ça va être la prime à la délinquance. Nous devons faire en sorte que quand quelqu'un veut sortir à la télé pour parler, qu'il réfléchisse par 4 fois, qu'il dise, bon, je vais employer tel terme, parce que si je ne fais pas ceci, voici ce qui va arriver, En Chine, il y a des journalistes. À Dubaï, il y a des journalistes. À Abu Dhabi, il y a des journalistes. Partout où vous connaissez, il y a des journalistes. Prenons seulement les 9 pays voisins tels qu'elle a souligné l'ancien président de la République. Il y a aussi des journalistes, parfois très compétents aussi. Rwanda, Congo, Brazza, partout, ils ont des journalistes. Mais pourquoi ces journalistes-là ne sont pas dans des écarts comme nous? Attention, quand je dis, moi aussi, je ne m'exclus pas. Il se peut que moi aussi, je tombe parfois dans les travers parce que je suis un homme. Et que la discipline ne doit pas m'être qu'imposée. Et que ça doit être une habitude de tout le monde. Je ne m'exclus pas dans le lot en disant que je suis le bon journaliste qui puisse exister. Non, j'essaie de faire attention. Et ce qui me permet, moi, personnellement, de faire attention, c'est ma formation de juriste. Parce que je connais les responsabilités pénales de chaque allégation. C'est à nous maintenant de décider là, ce qu'on veut véritablement faire. Nous ne pouvons pas tolérer insulte. M. Kabila lui-même l'a dit. Alors, il a ligné insulte, à tolérer peu calomnie. Oui, mais quand on est président, on ne tolère pas la calomnie, on ne tolère pas l'insulte. On en fait quoi? Encore que l'on sait que l'injure publique est une infraction chez nous. Calomnie est une infraction chez nous. Imputation dommageable est une infraction chez nous. Alors, comment dites-moi? La seule infraction à la République est cause à la offense au chef de l'État. Ce n'est pas ça la seule infraction dans un pays. Les infractions sont aussi les faits d'insulter les gens librement. Mais comment ça se passe dans ce pays? Moi, je crois humblement que nous devons avoir des limites.
comme l'a dit M. Kabila, il faut qu'il y ait des limites. À un moment donné, il faut qu'il y ait des limites, qu'on se dise non, 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 trop c'est trop. Moi, j'encourage le président de la République à véritablement inciter l'appareil judiciaire à ouvrir des prisons, des portes de prison pour tous les insulteurs, à ouvrir les prisons à tous ceux qui diffament, à tous ceux qui sont les calomniateurs. Bato balobaka makambuka balamuki bandi ko makambo wana bato wana bakangama soki ngana za na kati wana to kangama pe na bango nyonso nzela moko. C'est tout. On ne peut pas dire non, mais non, 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 non. Le respect de l'autre est très important. Moi, j'ai suivi des émissions, le Loti Lolo Zali, les gens qui ont insulté, bon, je ne citerai pas les noms parce qu'après, comment on a exposé ou tout tel. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, qu'on arrive à comprendre qu'on ne peut pas bâtir un État dans la condition modèle OT. L'État, on bâtit l'État dans la responsabilité. On bâtit l'État dans la norme. C'est très important. Sinon, si on banga, alors, il y a un sens de mon côté. Alors, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui. Il y a Martin Fayulu qui dit « Il est honteux, surtout inadmissible qu'on refuse à un scientifique du rang du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, d'animer sa conférence à l'université de Kisangani. J'interpelle les recteurs de l'UNIKIS pour qu'ils nous donnent des vraies raisons de sa décision. » Je trouve ce tweet très responsable pour M. Martin Fayulu. Le tweet, il est responsable et je l'accompagne à 100%. Moi non plus, je ne peux pas comprendre que dans un État sérieux, que l'on interdise à quelqu'un d'animer une conférence dans une université. C'est inadmissible, sauf si on a des raisons valables. Donc, comme M. Martin l'a dit si bien, nous attendons tous voir les raisons. Puisque c'est des choses qu'on avait combattues à l'époque, lorsque le professeur André Mbata voulait faire des conférences, on l'interdisait de faire des conférences, il allait le faire ailleurs. On ne peut pas cautionner ça, surtout pas dans ce régime qui vient fraîchement de l'opposition. On ne peut pas tolérer ces choses-là. Il faudrait maintenant qu'on attende que l'université de Kisangani nous donne ses raisons. Après les raisons de l'université de Kisangani, on pourra peut-être remettre de point de vue. Je trouve l'attitude de M. Martin extrêmement responsable. Il y a mon frère et ami Seth Kikouni, que j'appelle affectueusement président, qui dit « Avec Kabila, c'était la SADC. Tshisekedi a négligé ses partenaires fiables pour embrasser l'EAC. Club de violeurs, tueurs et pilleurs de la RDC. Nous voici à la case de départ, espérons qu'il a compris qu'on ne change pas l'axe diplomatique d'un État comme une chemise. » Bon, je comprends les allégations, les comparaisons de M. Seth Kikouni entre pays et chemise. Je comprends pourquoi la comparaison est très facile. Mais je crois aussi, il faut dire aux gens, que SADC de M. Kabila nous avait apporté quoi? Qu'est-ce qui avait véritablement changé dans le SADC? Et qu'est-ce qui va changer dans votre histoire de EAC? Voici mon point de vue personnel. C'est mon point de vue, ma manière de voir les choses. Nous ne pourrons être forts que si nous sommes forts à l'intérieur. La véritable intégration que nous devons réussir, c'est celle de la RDC d'abord. Arrivons à intégrer nos provinces à la capitale, arrivons à relier toutes nos provinces, arrivons à produire localement, arrivons à être forts d'abord localement. Si nous arrivons à être forts localement, les autres alliances que nous allons faire, on va le faire en position de force. Parce que ce n'est pas la présidence de la SADC qui change votre pays. Non. C'est ce que vous apportez, c'est les rapports de force. C'est ce que vous apportez sur la balance. Donc, moi, je n'ai jamais été d'avis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on s'ouvre qu'on s'ouvre aux autres. Moi, je suis, par contre, un peu dubitatif avec cette posture de croire qu'il faut s'ouvrir aux autres. Moi, je crois qu'il faut un peu de fermeture ou alors il faut le deux. Une intégration interne et puis après, on peut s'ouvrir avec les autres. C'est mon point de vue, je pense qu'on peut toutefois discuter là-dessus. Alors, le propos du président de la République sur la question, le chef de l'État a été bien plus clair que ça. Au moins, nous sommes en train d'évoluer. Évoluer pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la logique qu'il y a un voisin nous menace. Maintenant, on est en train de parler du Rwanda. Et les mots du chef de l'État ont été beaucoup plus clairs que ça. Lâche et barbare. Le chef de l'État congolais qualifie l'agression du Rwanda des barbares et de lâches. Et donc, je crois que maintenant, le Rwanda comprend qu'on n'est plus dans l'aveuglette. Maintenant, nous savons, et ça s'est dit au plus haut sommet, ce n'est plus le peuple qui le dit, ce n'est plus voilà, un coin qui dit, non, monsieur le président. Mais vous voyez maintenant la lecture sélective des opposants, que je considère normale, hein, c'est des bonnes la loi. Ils attendaient tous que Tshisekedi dise que c'est le Rwanda qui est agresseur, qui le crie. Oh, maintenant, il le dit au pays. Il le dit devant qui? Devant les présidents des pays africains. Pour leur dire que nous sommes agressés par un voisin. Et c'est une barbarie et c'est une lâcheté de la part du Rwanda. Il a dit
Les autres ne pouvaient peut-être pas le dire, mais lui, il le dit. Mais la question, est-ce que c'est suffisant de dire que le Rwanda nous agresse? Non. Dire que le Rwanda nous agresse, c'est pointer du doigt le problème. Mais ce n'est pas le résoudre. Mais c'est déjà un pas. On n'est plus dans l'anonymat. Maintenant, nous savons tous que le chef de l'État a pointé du doigt, c'était le Rwanda. Maintenant, nous devons mener des mécanismes comme ceux des pays qui sont agressés. Et les pays qui sont agressés se défendent. Et j'estime que les enjeux sont assez importants pour comprendre ces choses-là. Alors, mesdames et messieurs, il y a encore un autre élément. Dans les 3 minutes qui me restent, je voudrais un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment ça s'est passé? Si vous vous rappelez les dossiers Franck Diongo, les dossiers Diomi Ndongala et les autres, je vous avais dit que l'amnistie sauve quelqu'un. Mais la grâce enlève juste la peine, l'exécution de la peine, mais n'enlève pas la condamnation. Alors que l'amnistie, non seulement que ça vous règle la question de l'exécution de la peine, mais ça épuise votre question de la condamnation. Ça efface votre condamnation et vous redevenez normal. Ça veut dire que tout ce qui est pesé contre vous est tombé. Mais voyez-vous, avec M. Gbagbo, c'est vraiment comme M. Franck Diongo. C'est pratiquement le même cas, avec beaucoup de similitudes en tout cas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne. Et cette justice-là a été assortie de plusieurs interdictions, comme le fait de ne pas se représenter aux élections, ainsi de suite. Alors, lors de la réconciliation, excusez-moi, des façades, l'historien oublie cette question importante. Je ne crois pas que ça vienne de lui, bien évidemment, ça vient de M. Ouattara. M. Ouattara estime qu'on peut bien gracier au M. Gbagbo, mais on ne sauve pas sa condamnation, puisqu'on n'enlève pas la condamnation. Puisque M. Gbagbo, c'est vrai, il est gracié, il ne fera plus objet d'une quelconque poursuite dans le passé, pour les mêmes affaires, bien sûr, mais monsieur ne peut pas se présenter aux élections. Ça veut dire que c'est tuer quelqu'un politiquement. Vous le sauvez certainement civilement, mais vous le tuez politiquement, puisqu'il ne peut plus présenter. Or, M. Gbagbo, il ne peut plus se présenter. Or, M. Gbagbo a 2 vies. Il a une vie civile, puis une vie politique. Et au niveau de M. Gbagbo, sa vie politique est plus importante que sa vie civile. Puisque une fois que sa vie politique est déverrouillée, sa vie civile suivra. Donc, pour M. Gbagbo, le principal, c'est la vie politique. Et l'accessoire, c'est la vie... Pardon, le principal, c'est la vie politique. Et l'accessoire, c'est la vie civile. Donc, du moment où la vie politique est débloquée, l'accessoire, tout de suite le principal. Mais M. Ouattara, en technicien, en vrai Maradona, il joue le jeu, il dribble la question, on lui donne la vie civile, mais on l'empêche de se présenter aux élections. Et on l'avait dit à M. Franck Diongo ici. On l'avait dit, M. Franck, Botika, on s'est rappelé une émission à l'époque, dans le Bagayango. On a dit, M. Franck, ceux qui nous ont conseillé, le col a un bon rapport na président de la République, Félix Tshisekedi, mais quand il y a amnistie et non grâce présidentielle. Je vous ai dit, mais quand on a ceux qui m'ont dit, amnistie, bongo yotika grâce. Qui m'a écouté? Abimananou, grâce. Grâce et kolongola kaka exécution à peine. Et kolongola yo, ba caché nyo sauté. Pour ce qui va arriver un jour, tu sais qu'il est là, il veut te nommer ministre, par exemple, il y a affaires foncières ou ministre, je sais pas moi. Il y a développement où il y a travaux publics et tout le reste. Mais c'est l'ANER, c'est l'Assemblée nationale, c'est le conseiller, c'est le chargé de justice, de droit, pardon, du chef de l'État, qui va lui dire, monsieur le président, vous risquez de commettre l'erreur, vous risquez de nommer quelqu'un, au hasard, exclu de ma campagne gestion en boucle. Et là, quand le chef de l'État va appeler le dossier, donc, M. Franck Diongo, moi, je travaillais dans la ministre exacte. Non, parce que mon loi est péquissi, boué. Là, jugement naé, et là qui a sorti na boué. Ce qui est là qui bon, bien sûr. Et là qui a sorti na boué. Moi, je la sonne exacte. Alors là, vous mettez même votre propre frère en question, vous le mettez en difficulté, puisqu'il ne sait pas exactement vous situer. Il veut vous nommer, mais il y a des pesanteurs, des pressions qui lui disent, tu ne peux pas. Il est condamné, tu ne peux pas.
C'est pourquoi Vital Kamerhe, on peut tout dire ce que l'on veut dire, mais non, on peut dire ce que l'on veut, mais le gars sait jouer le jeu. Parce que Vital Kamerhe pouvait dire au chef de l'État, monsieur le président, bon, bah, condamner, il n'y a pas de problème, attends pour 20 ans, c'est la grâce Nabi Mananga. Mais il dit non, grâce qu'on empêche l'ambition politique, il est allé chercher l'acquittement jusqu'au bout. Et le voilà aujourd'hui blanchi complètement. Il peut revenir postuler. Ce qui n'a pas été le cas avec les autres qui ont voulu et qui ont accepté la grâce présidentielle au lieu d'accepter de chercher l'amnistie. C'est pourquoi on dit dans un pays, écoutez un peu les gens. Ceux qui peut-être, c'est vrai, beaucoup d'amis vous pouvez avoir beaucoup de choses que nous, mais il y a ces détails qui vous échappent. Je vous raconte une toute petite histoire qui prendra 20 secondes, ou peut-être 30 secondes. Il y a un jeune avocat qui vient d'entrer, qui vient à Otsuko Msala Kamingite. À côté, l'avocat a déjà 30 ans dans la profession. Qui ressemble à un viol. Comme il a viol, la fille en question n'a pas d'âge. Non, elle a mineur. Maintenant, les grands avocats de 30 ans, 40 ans, il va statuer sur la paternité à moi. Non, mais le jeune avocat est allé voir ses aînés en leur disant, non, mais Kouloutou, on se trompe des sujets. Ici, on n'est pas en train de chercher la question de la paternité. Nous cherchons la question de l'âge de la fille. Ce n'est pas la paternité. Est-ce que la fille a un acte de naissance? C'est ça la première question. Oh, tu as carte d'électeur. On dit non. La carte d'électeur, c'était lorsque l'acte de naissance est brandi. On ne peut pas parler de la carte d'électeur quand il y a l'acte de naissance. Entre l'acte de naissance et la carte d'électeur, on va faire foi à l'acte de naissance. Et là, ce sont les avocats de 30 ans qui regardent le petit, ils disent, petit finesse aussi, pas habité, la finesse, et d'accord, chance, il y a des débutants. Les débutants ont une chance, il y a un grand judoka, grand judoka. Bon, biloko, c'est vrai que homo, LG, comprendre donc un peu voilà un peu ce que moi je voudrais aujourd'hui dire. Et demain, si Dieu nous aide, on pourra parler de cette histoire de Papa François Béa. J'ai bien aimé la position qu'il a, enfin, ses positions au Azouaki dernièrement. C'est ça un homme d'État au fait, c'est ça un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui-là. C'est pas celui qui, quand il traverse des moments difficiles, il se met à raconter. Non, un homme d'État prend ça pour lui. Il prend ça sur lui et il sait qu'après le temps, j'aurai le temps de dire des choses. Mais pour l'instant, pendant que je suis en train d'être secoué, je vais gérer mon temps. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Chino, Tueneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka Kitoko, Nakinyabana Kungo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.